à tous dédié à l'énergie thermique citoyenne. Voilà, aujourd'hui, on est un jour aussi euh, spécial puisque les États-Unis viennent de revenir dans le protocole d'accord pour le climat. C'est peut-être pas pour tout le monde un, un enjeu très fort, mais je pense que ça donne un signal, ça sera suivi des faits. Euh, Aujourd'hui, donc, on a, on vous propose de faire un retour d'expérience et aussi un cadrage sur la façon dont les citoyens peuvent s'impliquer dans le développement des énergies renouvelables thermiques. On verra plusieurs exemples. Et puis, donc, je vais vous présenter un peu les différents intervenants. Pour ma part, donc, Nicolas Picou, je suis chargé de mission chaleur renouvelable à l'Agence régionale de l'énergie Auvergne-Rhône-Alpes. Et, euh, et donc, nous intervenons ce matin en lien avec un projet européen dans lequel nous intervenons spécifiquement sur le territoire de Rhône-Alpes et encore plus spécifiquement sur le territoire de la métropole de Lyon, mais avec l'objectif aussi de faire avancer ce sujet et on verra dans quelles conditions. Vous aurez ensuite une intervention, suite à ma courte introduction, de Amorce, en la personne de Joël Ruffy, qui vous présentera les modalités juridiques pour l'intervention des citoyens dans la chaleur renouvelable. Ensuite, nous aurons l'intervention de Jacques Vidiel, qui vous présentera le collectif Chaleur Bois et Territoire, qui développe des projets sur les territoires à travers la France. Et enfin, la présentation du réseau des centrales villageoises, donc par Étienne Join, qui est donc le salarié de l'Association nationale des centrales villageoises et qui peut voilà, être un point d'accroche important sur vos territoires pour développer des projets citoyens, y compris dans le domaine de la chaleur renouvelable. Voilà, je vais commencer par vous présenter rapidement le projet Shrek. Rogério, si tu veux bien passer la diapositive. Donc, le projet Shrek, c'est un projet européen dans le cadre d'un programme qui s'appelle Interreg Europe, dont les objectifs sont de contribuer à l'augmentation des énergies renouvelables et de faciliter la participation des collectivités, des entreprises et des ménages, d'encourager l'investissement dans les technologies innovantes pour les entreprises, de faciliter l'investissement des consommateurs dans les outils de production et de faciliter, d'accroître ainsi l'acceptabilité des ménages et des citoyens dans les énergies renouvelables. C'est un projet qui a démarré en octobre 2019 avec une première phase qui va se dérouler sur 36 mois et une deuxième phase à partir d'août 2022 pour 12 mois afin de capitaliser tout ce qui se sera fait dans ces 36 mois et d'intervenir notamment sur les dispositifs régionaux. L'objectif des projets Interreg Europe, c'est notamment d'influer sur la façon dont l'ensemble des pouvoirs publics intègrent les questions qui sont l'objet de ce que je vous ai cité tout à l'heure dans leur soutien et dans leur aide auprès des maîtres d'ouvrage potentiels. Le contexte que je voulais partager avec vous ce matin, c'est qu'il y a une implication des citoyens dans la transition énergétique qui est en marche et qui ne cesse de s'intensifier, avec une volonté des sociétés locales citoyennes déjà existantes depuis une dizaine d'années, on va dire,
de diversifier leur modèle de développement, notamment grâce aux autres énergies renouvelables que celles qui ont historiquement contribué à leur émergence, à savoir le photovoltaïque et l'éolien. Une normalisation aussi au niveau européen qui introduit la question de communauté énergétique, mais qui est beaucoup orientée sur l'autoconsommation d'électricité, ce qui n'est pas forcément le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Mais voilà, il y a une volonté aussi dans les dispositifs réglementaires nationaux et européens de mieux impliquer les citoyens et les acteurs des territoires dans les projets de production d'énergie renouvelable. Un constat aussi qu'on dresse, c'est que les petites communes n'ont pas ni les moyens humains ni les moyens financiers afin d'investir dans le développement massif des énergies renouvelables. Et elles ont aussi besoin d'autres acteurs qui peuvent être privés, mais qui peuvent être aussi associatifs ou voilà, selon différentes formes. En tout cas, il y a un enjeu de l'implication des citoyens, à la fois dans la question de la gouvernance des projets, mais également aussi, évidemment, dans leur contribution et leur investissement financier. Dernier point, pourquoi on s'intéressait à la chaleur, c'est que c'est c'est le premier usage de l'énergie à part évidemment le transport. Et donc, on a des enjeux très importants de ce point de vue-là. Diapositive suivante, je vous présente rapidement le consortium d'acteurs autour du projet SHREC. On a des partenaires de différents pays européens, avec le leader qui est l'université aux Pays-Bas de Hanze, qui s'implique notamment sur la participation citoyenne. Ensuite, rapidement également, je vais, si tu peux passer la diapositive suivante, vous dire quels sont les partenariats spécifiques qu'on entretient avec le Grand Lyon, qui est donc partenaire du projet. Le Grand Lyon s'est doté en 2018 d'un schéma directeur des énergies assez ambitieux, dans lequel il y a des actions qui sont vraiment ciblées pour l'implication plus importante des citoyens dans le développement des investissements dans les énergies renouvelables notamment, mais pas seulement. Et en 2020, le Grand Lyon a signé avec l'ADEME un contrat d'objectif territorial de développement des énergies renouvelables thermiques qui est adossé au dispositif du Fonds Chaleur et qui permet ainsi au Grand Lyon de disposer d'une enveloppe de financement dédiée au projet de son territoire. Et Lyon, depuis le début de ce projet, c'est de faciliter l'implication des citoyens et consommateurs dans les énergies renouvelables thermiques. On verra peut-être un peu plus tard quelle forme ça prend. On travaille également pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur privés, puisqu'il y a un certain nombre de réseaux de chaleur, en plus des importants réseaux de chaleur publics. Désolé, C'est de Nicolas, développer le solaire dans tu as coupé. Tu peux peut-être couper ta caméra parce différentes. on entend peu ton son. Merci.
D'accord. Est-ce que vous... Bon, si tu m'entends... Oui, on t'entend un peu mieux. Mais de ma connexion, j'en ai bien... passé la dernière slide. Voilà, donc... euh, la dernière slide, si Rogelio, tu veux bien présenter... ok, bon, je vais prendre la main pour Nicolas. J'espère que tout le monde m'entend maintenant. Et, comme Nicolas mentionné, il y a des activités à niveau européen, mais surtout des activités à niveau régional. Et l'animation locale, c'est bon, la montée en compétences des collectifs citoyens sur les énergies renouvelables thermiques, la valorisation des bonnes pratiques. Donc, on s'est mis en relation avec R43, Forest Ener, Luxia Énergie, pour pouvoir créer des fiches des meilleures pratiques et les mettre à disposition des autres acteurs qui voudraient participer ou se lancer dans des projets similaires. Ensuite, il y a des échanges avec les réseaux en énergie renouvelable citoyens, Oracle, CVP et puis toi en transition. On travaille aussi sur la structuration de la filière. Études de montage, je dirais, juridique avec donc Amorce. Joël, il pourra peut-être vous en parler un peu plus après. Pour l'implication des citoyens dans les énergies renouvelables thermiques. Et puis finalement, le forum régional sur le projet d'énergie renouvelable citoyen au deuxième semestre 2021. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le projet, vous pouvez vous connecter en ligne. Le site Aura2E, il propose les activités. Bon, il fait un petit résumé du projet, il explique les partenaires européens, etc. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez venir nous voir. Et maintenant, je passe la main à Joël pour qu'il poursuive. Donc, bonjour à tous. Ça a été dit, mais moi, je suis chargé de mission juridique et fiscale énergie au sein de l'association Amorce. Et donc, on m'a demandé de faire une présentation finalement de nos travaux de l'année, puisque Amorce, on a travaillé sur un guide des montages juridiques pour les collectivités pour faire des réseaux de chaleur et de froid, qu'on décline en plus petites notes synthétiques sur comment on fait des réseaux de chaleur entre personnes publiques uniquement, et puis une autre sur comment on peut impliquer les citoyens dans ces réseaux de chaleur portés par des personnes publiques. Donc, Rogelio, si tu peux mettre la slide suivante. Je voulais juste simplement faire un rappel sur enfin, finalement, il y a trois types de réseaux de chaleur et de froid aujourd'hui en termes de définition. Donc, à partir du moment où on a un réseau technique, c'est-à-dire un ou plusieurs appareils de production reliés par un réseau primaire à différents bâtiments. Donc ça, à partir du moment où on ne vend pas d'énergie, c'est-à-dire où on fait un projet pour ses propres bâtiments, on est qualifié de réseau technique. À partir du moment où on commence à vendre de l'énergie à un client différent de nous-mêmes, là, il y a une deuxième question à se poser, c'est est-ce qu'on est une collectivité compétente pour créer un service public industriel et commercial de chaleur ou de froid? Si ce n'est pas le cas, on sera qualifié de réseau au sens fiscal ou réseau privé.
Et si c'est le cas, on est qualifié juridiquement de SPIC, de réseau de chaleur ou de froid. Donc il y a bien à garder en tête ces 3 typologies de réseaux de chaleur. Si tu avances plus loin, qui est compétent justement pour faire des services publics de réseau de chaleur et de froid? Les communes par principe, au titre du Code général des collectivités, sachant que les communes dans une communauté urbaine et dans une métropole ont dû obligatoirement transférer cette compétence à cet EPCI. Le transfert est ensuite facultatif si on est dans une communauté de communes ou dans une communauté d'agglomération, sachant qu'on peut également transférer à un syndicat de communes, voire à un syndicat mixte mêlant EPCI et syndicats et ou communes directement. Donc ça, c'est pour le rappel compétences pour créer des services publics industriels et commerciaux. Donc on tire de tous ces éléments-là les enseignements suivants. Qui peut aujourd'hui faire un réseau technique? Tout le monde, donc les acteurs privés, les acteurs publics, les collectivités, tout le monde peut faire un réseau technique pour ses propres bâtiments. Qui peut créer, exploiter un réseau privé? Donc les personnes privées, éventuellement, donc les citoyens, tout habitant, un lotissement groupé ou non au sein d'une association foncière urbaine libre, par exemple, ou d'une association syndicale. Mais en tout cas, toute personne privée peut faire un réseau privé. Les entreprises également peuvent proposer ces services directement. Et qui peut éventuellement des personnes publiques qui ne seraient pas compétentes, mais qui seraient pas compétentes en matière de réseau de chaleur, mais qui auraient quand même un réseau, enfin en tout cas des appareils de production potentiellement surdimensionnés pour leurs besoins et qui pourraient à titre accessoire vendre de la chaleur à l'extérieur. On a des exemples de ce type d'hôpitaux qui vendent par exemple de la chaleur à des clients ou d'universités qui ont des gros réseaux de chaleur un peu surdimensionnés. Donc ça, c'est possible, mais uniquement de point de vue accessoire au titre de la jurisprudence, c'est-à-dire environ moins de 15-20% de l'activité qui est en vente. Ensuite, pardon Rogelio, si tu peux laisser la slide d'avant. Voilà. Qui peut participer à la création d'un réseau privé? Et là, il y a différentes formes de participation, on va y revenir, mais financer un réseau privé, le subventionner éventuellement, participer au capital de la société qui va le porter, donner une autorisation d'occuper le domaine public pour passer les canalisations, ou voire participer encore plus, c'est-à-dire au portage du projet dans l'association et être desservi. Là, tout le monde peut le faire, plus les collectivités compétentes, éventuellement, qui peuvent décider de ne pas mobiliser leurs compétences création de services publics, mais de participer à un projet pour leurs propres besoins d'une autre manière. Et enfin, qui peut créer et exploiter un SPIC? Alors là, uniquement les collectivités compétentes qu'on a rappelées juste avant. Donc, si on avance ensuite, une fois qu'on a dit ça, qui peut faire quoi? Les collectivités, et puis finalement, le raisonnement est à peu près le même pour les personnes privées, mais on va décider d'un portage de projet. Donc, il y a plusieurs manières de porter le projet. Soit on le porte seul, c'est le cas assez fréquent d'une collectivité qui va faire son propre réseau en marché, en régie ou en DSP. Donc ça, c'est un premier point. Mais on peut décider de se grouper dès le portage du projet. C'est-à-dire soit se grouper avec d'autres personnes publiques. Donc là, il existe des coopérations contractuelles possibles entre personnes publiques pour faire ensemble des réseaux. Donc, c'est les groupements de commandes et les transferts de maîtrise d'ouvrage, aujourd'hui codifiés au Code de la commande publique. Mais dans ces cas-là, on peut faire entre personnes publiques on peut décider de se grouper pour faire ensemble un réseau technique, pour faire ensemble un réseau éventuellement privé avec une vente à titre accessoire, ou même pour faire un service public industriel et commercial. Cela étant, il faudra que dans ce dernier cas, les deux collectivités soient compétentes pour faire un service public. On peut décider aussi de se grouper avec des personnes privées, avec des personnes publiques, dans une coopération associative. Et là, en fait, c'est un groupement de propriétaires qui sont situés pas très loin et qui décident de faire ensemble un réseau pour alimenter leurs propres besoins. Dans ces cas-là, les réseaux seront qualifiés de réseaux techniques ou de réseaux privés, puisqu'il ne s'agit pas de se vendre de la chaleur, il ne s'agit pas qu'un exploitant vende de la chaleur, mais on fait une association qui fait le réseau et on contribue par des charges à un réseau commun. Et enfin, la collectivité, elle va avoir une modalité d'action en plus que les personnes privées.
c'est décider de porter indirectement, c'est-à-dire de s'intéresser à la question de la chaleur, de favoriser des projets, mais de ne pas être directement au portage de projets, c'est-à-dire de ne pas, elle, lancer une régie, un marché ou une DSP. On va y revenir par la suite. Donc, la slide suivante, c'est dans les 3 premiers cas, c'est-à-dire soit on fait seul, soit on fait avec quelqu'un. Dans ce cas-là, quand on a décidé de porter le projet, on a 2 modalités pour ensuite gérer vraiment le réseau. Soit on gère de manière directe, c'est ce qu'on appelle la gestion directe finalement. Et là, on a 2 sous-choix qui sont soit une régie totalement internalisée pour les communes, ça veut dire, en fait, pour les collectivités, ça veut dire on fait construire le réseau, puis après on l'exploite par nos propres moyens, ou une régie externalisée, c'est-à-dire on fait construire le réseau et on le fait exploiter par quelqu'un. Quand on décide de faire une régie, on peut faire financer son projet en partie par les citoyens. On ne va pas parler d'investissement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de participation au capital des citoyens, forcément, puisqu'on parle de régie et de gestion directe, mais on va pouvoir faire financer une partie par le financement participatif. Aujourd'hui, la réglementation est un peu ambiguë sur ce point-là, puisqu'il y a une liste définie pour les collectivités de recours à des projets avec du financement participatif, et il n'y a pas vraiment de case pour les projets de chaleur ou environnementaux. Pour autant, on a déjà des exemples de toitures solaires de collectivités qui ont été financées en partie par des citoyens et ça fonctionne d'un point de vue réglementaire. Donc, on peut éventuellement travailler sur la question également en énergie thermique. Ensuite, on avait un autre choix, donc il y avait la gestion directe et l'autre choix, c'est la gestion déléguée. Et là, c'est les montages que vous connaissez, soit la fermage, soit la concession. Mais en fait, il s'agit de ne plus être soit on est maître d'ouvrage dans la fermage, puis après on délègue la gestion, soit on n'est même plus maître d'ouvrage des investissements, on délègue la gestion dès la maîtrise d'ouvrage et la construction. Quand on est dans une régie externalisée, c'est-à-dire qu'on va passer à un marché pour la gestion du projet ou qu'on va déléguer la gestion du projet, dans ces 2 cas, là aussi, il va y avoir des possibilités d'inclure des citoyens dans ces modalités-là. Alors, on ne peut pas exiger qu'une société qui réponde à notre marché ait des citoyens à son capital, parce que ça, ce serait un critère trop discriminatoire du point de vue de la commande publique. Par contre, il existe la possibilité de demander la constitution d'une société dédiée, sachant que ça a un coût quand même assez important dans la gestion du projet, et donc c'est plutôt dédié à des concessions et des concessions assez grosses, mais en fait, on peut demander la constitution d'une société dédiée, et cette société dédiée, elle va pouvoir éventuellement inclure des citoyens dans son capital. Aujourd'hui, ce serait totalement original puisque ça ne s'est jamais vu, même si la question a déjà été étudiée par plusieurs collectivités qui ont eu recours cette fois au financement participatif pour le financement des investissements en concession. Et là, on n'est plus dans l'investissement au capital, mais le concessionnaire, via une plateforme de financement participatif, va faire financer une partie du réseau par les citoyens sous forme de prêts rémunérés avec des taux bonifiés en fonction de la situation des citoyens qui participent. Donc ça s'est déjà vu dans plusieurs réseaux. On a l'exemple de Rouen, Courbevoie, et plus récemment, c'est la communauté d'agglo Paris-Vallée de la Marne, qui a mis en place ce dispositif, donc qui fait financer le réseau en concession, en partie par les citoyens du territoire. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la slide suivante, s'il te plaît, Rogelio, c'est que les collectivités ont une possibilité de plus de s'investir dans les projets et de favoriser les projets sans être au portage même du projet, c'est-à-dire de les porter indirectement. Donc là, il y a toute une autre série de contrats que les collectivités peuvent passer pour faciliter ces projets. C'est tout d'abord les contrats domaniaux. Donc les collectivités, aujourd'hui, elles disposent de parcelles soit intéressantes pour installer des équipements de production, soit ont des voiries sur lesquelles elles peuvent éventuellement faire passer des réseaux qui seraient privés et portés par les citoyens ou portés par d'autres acteurs. Mais le contrat domanial est une possibilité pour les collectivités de susciter un projet sans être au portage. Donc là, forcément, par rapport à la concession, on va faire un cahier des charges très light où on va laisser la main au porteur privé pour faire son propre projet et juste lui attribuer
le droit d'occuper. Après, il y a la subvention, donc là, vous connaissez tous, mais les collectivités ont aussi cette faculté de subventionner en plus des activités. Et enfin, ce que j'appelle hors montage contractuel, il existe la garantie d'emprunt. Donc les collectivités aujourd'hui, elles peuvent proposer à des acteurs privés de garantir certains emprunts pour certains projets qui relèvent de leurs compétences, donc par exemple les énergies thermiques. Et enfin, les collectivités, elles vont disposer d'un nouvel outil depuis la loi de transition énergétique, c'est le fait d'entrer au capital d'opérateurs privés, donc de sociétés privées, qui vont produire des énergies renouvelables sur leur territoire. Et ça n'exclut pas les énergies thermiques. Donc, on va revenir là-dessus sur la slide suivante, mais tout d'abord, sur ces montages contractuels-là, quand on fait des contrats domaniaux ou des subventions, on peut, dans les appels à projets, demander à ce que les candidats intègrent une part de financement participatif des projets par les citoyens, voire intègrent directement à leur capital des citoyens. Donc là, c'est intéressant pour les collectivités. On va prendre par exemple un exemple simple, mais une collectivité qui a une parcelle intéressante où elle se dit, bah là, on pourrait faire un projet de chaleur privé. Je vais octroyer le droit d'occuper de cette parcelle pour faire ce projet de chaleur à quelqu'un. Et j'aimerais que cette société, elle puisse au moins me proposer d'intégrer des citoyens dans son capital et ou d'avoir recours au financement participatif pour financer ce projet. Donc là, la collectivité, elle va laisser la main au porteur privé. Ce sera le projet du porteur privé qui sera propriétaire des installations, mais elle va quand même avoir une vision de critères dans un cahier des charges qui est beaucoup plus light, par contre, qu'une concession. En subvention en garantie d'emprunt, c'est pareil, on peut faire des appels à projets où on peut demander ou le réserver à certaines sociétés qui ont des citoyens au capital ou qui ont recours au financement participatif. Donc, une fois qu'on a décidé le portage du projet, qu'on a décidé le mode de contractualisation, on va ensuite s'intéresser à l'opérateur effectif du projet. C'est la slide suivante, s'il te plaît, Rogelio. Et là, dans le paysage confronté aux collectivités, finalement, il y a pareil une multitude d'opérateurs de projets. Et là, la collectivité, elle va encore à nouveau avoir une possibilité, soit de s'investir elle-même, soit d'investir elle-même et avec des citoyens. Donc, il y a tout un panel d'opérateurs. Aujourd'hui, il existe la SPL. Une SPL, c'est une société publique locale qui est 100% publique. Donc là, cette société-là, forcément, elle ne va pas pouvoir intégrer de citoyens à son capital quand elle va gérer un contrat d'une collectivité. Par contre, elle va pouvoir recourir au financement participatif pour financer une part de ses investissements. Ensuite, on a la SEM. La SEM, elle va pouvoir intégrer du privé à son capital et pourquoi pas des citoyens directement. Ça existe déjà, il y a la SEM SEV qui existe, qui a directement des citoyens dans son capital. Cette SEM, qui est une entreprise privée, va pouvoir également recourir au financement participatif. Alors la SPL, petite précision, elle peut intervenir que par le biais d'un contrat qu'elle a signé avec une de ses collectivités actionnaires. Elle ne va pas pouvoir agir seule et faire des réseaux privés. L'inverse d'une SEM qui va, elle, pouvoir répondre à des projets portés par les collectivités, mais qui va aussi pouvoir porter ses propres projets. Donc on peut très bien imaginer une SEM, une fois constituée, qui va être prestataire, faire des réseaux techniques chez certaines personnes pour le compte de la collectivité, puisque c'est une activité qu'elle a décidé de développer. Ensuite, on a des montages qui peuvent intégrer du public minoritairement, de manière minoritaire. C'est le cas de la CEMOP. Donc la CEMOP, on peut descendre jusqu'à 34% du capital public. Donc la CEMOP, elle va théoriquement pouvoir également intégrer des citoyens à son capital et recourir à des financements participatifs, sachant que la CEMOP est c'est un montage particulier parce qu'en fait, quand on veut faire une CEMOP, c'est toujours par le biais d'un contrat de la commande publique pour une collectivité. Donc la collectivité, elle va publier un appel d'offres où elle va sélectionner à la fois son partenaire pour monter la société et lui attribuer le contrat à la société qui sera in fine créée entre elle et le partenaire qu'elle a sélectionné. Donc la CEMOP, c'est un montage très réservé, mais qui se voit déjà en chaleur. Donc c'est le cas d'Amiens, qui a fait une CEMOP pour sa concession. Ensuite, on a un autre acteur qui est apparu, et ça, c'est la loi transition énergétique qui l'a prévu, c'est les SA, SAS de N. Donc là, les collectivités, encore une fois, elles vont pouvoir prendre des participations, des fois minoritaires, voire très minoritaires dans ces types de sociétés,
et les citoyens, c'est la même chose. Elles vont pouvoir prendre des parts là-dedans. Et ces SA-SAS, un peu comme les SEM, vont avoir deux modalités d'action. Soit elles agissent seules par leur propre projet. Donc, une fois qu'elle est constituée, elle va faire ses propres projets privés. Soit elle va pouvoir répondre aux projets portés par les collectivités. Donc, c'est le cas de Lucinge, par exemple, qui intègre des collectivités et des citoyens à son capital et qui est prestataire d'une collectivité, qui est concessionnaire d'une collectivité de la ville de Lucinge, en fait, sur son réseau de chaleur. Et enfin, on a un autre pendant de la SAS qui est la société d'intérêt, la SIC, qui est une société coopérative, donc là avec un mode de fonctionnement encore plus participatif, puisque un actionnaire égale une voix, mais c'est à peu près c'est les mêmes raisons, les mêmes dispositions juridiques qui s'appliquent. C'est la SIC, elle peut intervenir seule ou via un contrat de la collectivité. Et enfin, on a les concessionnaires 100% privés que vous connaissez, qui répondent aux contrats des collectivités ou qui peuvent faire des réseaux privés. Et eux aussi peuvent avoir recours au financement participatif. Très bien, merci beaucoup. On va prendre une question qui nous a été posée par le chat de Jean-Michel Mesplier du département de l'Aude. Il demande donc une collectivité départementale peut-elle créer et exploiter un réseau privé pour ses bâtiments propres, ainsi que ceux d'autres collectivités proches et accessoirement revendre 15 à 20% de l'énergie à des privés? Alors, une collectivité, donc un département, aujourd'hui, il n'est pas compétent pour faire un SPIC chaleur. Ça veut dire que, de principe, un département, il va pouvoir faire que des réseaux techniques, c'est-à-dire pour ses bâtiments propres. Après, ce qui va être possible de faire, c'est qu'il va faire un réseau technique pour ses bâtiments propres, et puis il a un surplus de chaleur qu'il va pouvoir éventuellement vendre, soit à d'autres collectivités, soit à des privés, mais de manière accessoire, c'est ce que vous dites, donc 15-20% maximum pour revendre. Donc c'est par exemple, oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. D'accord. On pourra aborder les autres questions du chat à la fin de l'intervention de tout le monde. Je vous incite à continuer à poser vos questions, mais maintenant on va passer à la présentation de Jacques Villevieille, s'il vous plaît. On vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter un groupement de structures un peu pionnières sur la vente de chaleur avec une volonté justement de gens qui sont impliqués. Donc voilà. Donc on représente ce collectif aujourd'hui est assez informel. C'est plus des structures, comme on est vraiment à taille humaine, il y a 1, 2, 3 salariés par structure. Et donc, on s'est lancé tous, plus ou moins, il y a une dizaine d'années, sur la logique de fournir de la chaleur. Donc, plutôt sur des petits réseaux et en milieu rural. Pourquoi en milieu rural? Parce que c'est là qu'il y a la ressource. Et donc, c'est pour ça que les initiatives sont nées dans ce secteur-là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une structure, juste, je finis de lire la carte, voilà, donc une SAS. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Ruffy, vous voyez, on a deux types de structures dans notre collectif, soit des SAS, soit des CIC. Donc, dans les Pyrénées, Estera, qui est sous forme de SAS. Un petit peu plus au nord, la société coopérative d'intérêt collectif Bois Énergie du Lot, qui est la branche Bois Énergie, on va dire, de la grosse coopérative Ferme de Figeac. Si on glisse sur la Normandie, Bois Bocage Énergie, qui est une SIC. Si on poursuit notre tour de France, dans les Hauts-de-France, Énergie Citoyenne, qui est une SIC. Notre collectif a été rejoint par une coopérative belge qui s'appelle Copéos. Donc là, je ne serais pas capable de vous dire quel est son statut juridique. Et puis pour revenir plus sur la région Rhône-Alpes, où 3 structures aujourd'hui existent, donc 2 SAS, Beta Énergie, Bois Énergie des territoires d'Auvergne, donc dans le Puy-de-Dôme, qui est une SAS mais qui a un label
de l'économie sociale et solidaire, la SAS Forest ENR, qui elle est sur la Haute-Savoie, et la Société coopérative d'intérêt collectif ERE43, énergie renouvelable et environnement de la Haute-Loire. Donc l'idée c'était plutôt de vous présenter très rapidement chacune de ces structures pour vous dire que ce collectif existe, mais pour le moment la seule chose qu'on a réussi à faire avec nos petits moyens, ce qui est déjà beaucoup, c'est de faire 3 rencontres annuelles sur les 3 dernières années pour essayer de se sentir un peu moins seul, parce que honnêtement, sur la thématique de la chaleur citoyenne, par rapport à ce qui se fait sur le photovoltaïque ou l'éolien, on se sent un peu seul. Donc la démarche engagée est de voir que les centrales villageoises ont envie de s'intéresser à la logique de la chaleur, ça nous réchauffe le cœur, pour rester dans la thématique. Voilà. Donc si on peut passer à la diapositive suivante. Donc, bon, voilà. Donc Copeos, comme je vous l'ai dit, c'est en Belgique. L'émission, donc coopérative citoyenne, comme c'est présenté. La démarche au départ, toujours un peu la même. Hein. Il y a du bois. On voit bien que ce bois n'est pas exploité ou mal exploité, que si on coupait un petit peu plus certaines parcelles ou certaines éclaircies, la capacité de la forêt à croître et à capter du carbone serait agrémentée, ça serait augmentée. Donc voilà, la philosophie. Donc, transformer les ressources de bois en plaquettes pour des chaudières bois, installer, financer et gérer. Et ça, vous verrez, la philosophie de chacune de nos structures, c'est toujours la même, c'est de maîtriser de A à Z la thématique. Pourquoi? C'est pas pour vouloir être omniprésent, mais c'est parce que les marges sont tellement faibles qu'il faut connaître la filière, chacun des maillons de A à Z pour que chacun des maillons soit tout à fait dimensionné. Si un des maillons est surdimensionné, ben, ça veut dire qu'il y en a un autre qui est sous-dimensionné et on a quelque chose de fragile. Voilà, donc vous avez les coordonnées de Copeos si vous êtes à proximité de cette coopérative, si vous souhaitez les interroger. Ensuite, la coopérative suivante, donc énergie citoyenne, Pas-de-Calais. Donc là, je la connais un peu mieux, cette coopérative, donc vraiment d'initiative très, très citoyenne, parce qu'il y a, c'est une SIC, Société Anonyme, SA, et il y a 250 citoyens à l'intérieur de cette coopérative. Donc, ils ont monté un projet qui, pour le moment, porte 4 chaufferies sur 3 sites. Donc, 2 sites publics, la commune de Zudos et la commune de Kelm, et un site privé, c'est une ancienne abbaye, l'abbaye de Belleval, un bâtiment magnifique. Si un jour vous passez dans ce secteur-là, dans le Pas-de-Calais, il faut que vous alliez voir. Donc, 480 kW installés. Oui, c'est ça. C'est 4 chaudières de 120 kW, donc c'est ça. Donc voilà. Donc la spécificité, en fait, dans chacun de ces projets, mais vous allez le voir, c'est en fait ce qu'on appelle des chaufferies containers. C'est-à-dire par opposition à une chaufferie qui serait creusée et enterrée, c'est une chaufferie qui est démontable, qu'on amène et qu'on peut enlever. Donc là, la spécificité de cette structure, c'est qu'elle a créé sa propre chaufferie. Ils ont baptisé Michoco, micro-chaudière collective. Voilà. Si on peut passer à la suivante. Bois Bocage Énergie. Donc là, c'est une SIC aussi qui est assez ancienne, qui doit avoir 10 ou 12 ans. La motivation au départ, c'est le bocage, c'est valoriser le bois du bocage. Donc eux, ils sont rentrés par la problématique valorisation du bois. Valorisation du bois, et aujourd'hui, ils essayent d'aller vers de la vente de chaleur et ils en sont encore au tout début. Parce que là, c'est pareil, donc vous allez voir, il y a plusieurs, donc comme je vous ai parlé, il y a plusieurs types de chaufferies et il y a plusieurs types d'entrées. Soit on rentre dans la logique, on a du bois à valoriser, soit on rentre dans la logique, on a de la chaleur à suppléer, à remplacer. Une logique de filière, j'ai parlé de filière. Une filière qu'on pousse, on fournit du bois. Une filière qu'on tire, on a besoin de chaleur. Donc là, la stratégie de Bois Bocage Énergie, c'est on a du bois à valoriser. La suivante, s'il vous plaît. Alors, la SAS, Bois Énergie des territoires d'Auvergne. Donc là, c'est encore une différence.
différence d'approche. Alors, on va d'abord parler de ce qui est identique. C'est pareil, c'est la microchaufferie container, comme vous pouvez voir sur la photo centrale. Différence d'approche peut-être légère. Il y a des citoyens dans cette structure-là, mais c'est des citoyens, comment dire, c'est des entreprises. En général, c'est le gérant des entreprises qui se sont regroupées qui est dans une démarche citoyenne. Donc, c'est plutôt une coopérative d'entreprise, mais qui est dans une logique d'utilité sociale et solidaire, d'où l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, comme vous pouvez voir, 5 chaufferies installées. Le suivant, s'il vous plaît, Forestener. Donc, Forestener qui est donc une SAS aussi, qui a la particularité d'avoir à son capital une ou deux collectivités, une entreprise qui fournit des chaudières et des citoyens. Donc là, vous voyez 400 kW de puissance installée, non plus, il y a un réseau. Vous avez coupé votre micro. Oui. Jacques, vous avez coupé votre micro, si vous pouvez... Non, ça s'est coupé tout seul. Donc, je ne sais plus à quel... Je sais pas, c'est récent là, la coupure 15 secondes. 15 secondes. Je vais peut-être représenter Forestener. Je disais Forestener, c'est une SAS qui a la particularité de regrouper des communes, un entrepreneur privé qui fournit des chaudières, un vendeur de chaudières, et des citoyens. Bon, vous avez un descriptif, un peu, vous voyez, donc des chaufferies containers, pareil, le même principe. Donc là, c'est des chaufferies containers qui sont fournies par l'entreprise qui est membre de cette SAS. Voilà, la suivante, s'il vous plaît. Donc le module, alors R43, bon, je connais un peu mieux puisque j'en suis le gérant. Donc initialement, R43, c'est une association. Donc ça peut pas être plus citoyen que ça au départ. Et c'était il y a 20 ans. Association qui rapidement se met à faire des études de faisabilité. Dans un cadre associatif, c'était compliqué. On cherche un cadre un peu plus conforme avec le Code du commerce, la SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, et le statut bien adapté. On reste sur une logique d'intérêt général comme une association, mais on peut avoir un développement économique et utiliser les outils du monde économique parce que c'est un statut du monde économique. On réfléchit, comment on fait des études, on arrive à des constats. Si on utilise les objets, les outils usuels, nos études concluent à chaque fois la même conclusion. C'est pas l'équilibre économique est sur une trop longue durée. Même avec un haut niveau d'aide, on arrive à 70, 80 ans, pas possible. Solution silo enterré, livraison par ménage gravitaire, pas possible. Donc on imagine un concept de container. On avait vu que les containers existaient, mais nous on est en milieu rural, où on a beaucoup de chutes de neige, et les logiques de containers avec ouverture par le dessus, c'était problématique quand on a de la neige. Pour l'entretien, c'est pareil, on trouvait que ce qui existait sur le marché n'était pas conforme à nos attentes. Donc on a créé notre propre chaufferie container. On y a donné un nom, on a appelé ça le modulaire. Donc là, il y a une partie octogonale qui est la partie silo et une petite partie rectangulaire dans laquelle on met la chaudière. Et donc, on a développé un système de remplissage dédié à ce type de chaufferie. Donc voilà, si on peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a 27 chaufferies en exploitation. Nous livrons 10 000 m3 de bois par an, qu'on produit en interne avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole, et ce qui représente un peu plus de 4000 MWh livrés par an. Vous voyez, alors là, il y a une carte, ça vous parle peut-être moyen si vous connaissez mal l'Est du département de la Haute-Loire, mais vous voyez, notre siège social est au centre,
dans une ville qui s'appelle Yssingeaux, et les 27 chaufferies sont dans un rayon de 30 km autour de ce siège social. Comme vous pouvez voir, hein, on a aussi bien du public avec une piscine intercommunale complètement sur la gauche, qui s'appelle le Centre Aquapassion à la Voulte-sur-Loire, qu'à l'extrémité de l'autre côté, complètement privé, le restaurant de Jacques et Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Port, avec son centre de remise en forme. Et puis entre les deux, des maisons de retraite, une publique, une privée, un ESAT, deux centres de vacances. On a des publics assez différents. Une laiterie, 2 entreprises, une de mécanique et une d'électronique. Voilà. Si on peut passer à la diapositive suivante. Donc la société coopérative d'intérêt collectif Bois Énergie du Lot, avec qui on a des liens très forts, puisque c'est, je ne sais pas, le terme essaimage des fois peut être sujet à interprétation, mais on a accompagné, nous R43, on a accompagné donc au cours d'un colloque un peu comme aujourd'hui, les fermes de Figeac présentaient leur projet photovoltaïque. Moi, je présentais notre projet de grappe de chaufferie. Pour des logiques de financement, il vaut mieux avancer avec des systèmes de grappe. Et à la fin de la réunion, Laurent Cos est venu me voir en me disant « Écoute, ce que tu fais, c'est vraiment intéressant. J'aimerais arriver à faire la même chose. » Et ben, j'ai dit « On va regarder comment on peut faire ça. » Et je lui dis d'autant plus que toi, ce que tu fais au niveau photovoltaïque, ça m'intéresse aussi. Donc, si on peut faire des échanges de bons procédés, on est partant. Et donc voilà, donc on a attaqué de travailler ensemble en 2014, où je les ai aidés sur des études de faisabilité, pour passer à une première chaufferie qu'on a créée chez nous, donc un modulaire, qu'on a livré dans le Lot en 2015. Et puis, progressivement, la SIC Bois Énergie du Lot s'est créé après cette première expérimentation. Et aujourd'hui, voilà, entre des chaufferies que nous avons fournies et des chaufferies qu'ils ont construites eux-mêmes, voilà, vous voyez 1000 tonnes de bois déchiqueté qui sont aujourd'hui valorisées. Voilà. Donc, société coopérative d'intérêt collectif. Et la dernière, donc Estera. Estera qui est une SAS. Là, l'initiative, elle est citoyenne, mais peut-être un peu moins directement que R43, par exemple, dans le sens où c'est les communes forestières, c'est le gérant actuel de la SAS Estera, initialement, était salarié des communes forestières des Hautes-Pyrénées. Voilà, donc logique, là, pareil, chaufferie-container, et chaufferie-container, comment on va dire, imaginé, conçu par Estera. Voilà, donc là vous voyez une livraison de cette chaufferie. Et il manquera une diapositive, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est 5 ou 6 projets qui tournent actuellement depuis déjà au moins 5 ou 6 ans. Voilà un petit peu ces exemples. Ok. Merci beaucoup. Comme mentionné avant, on pourra passer aux questions après, mais maintenant c'est le tour d'Étienne Join pour les centrales villageoises. Si Rogelio, si tu peux, si on peut se permettre peut-être à certaines questions, il reste encore un peu de temps, donc on peut vraiment profiter aussi du témoignage, puisqu'il y a une question sur des projets qui alimentent des logements privés, et de la présence de Monsieur Yves Dieu-le-Saint, qui est donc adjoint à la mairie de Lucinge, pour témoigner peut-être avec le projet qu'il a conduit en partenariat avec Forestener. Monsieur Yves Dieu-le-Saint. Oui, bonjour. Donc la question portait sur le fait que ce réseau alimente aussi des privés. Donc effectivement, ça alimente à peu près tous les bâtiments communaux et puis des collectifs privés, quelques maisons individuelles qui se trouvaient sur le chemin et dont les propriétaires étaient d'accord de se raccorder,
et puis 2 entreprises, une brasserie et puis un cabinet d'architectes. Donc, c'est au travers d'une délégation de service public. Voilà. Merci. S'il y a d'autres questions, je regarde. Peut-être sur la question sur l'implantation et l'acceptabilité des riverains à ce type de chaufferie conteneur. Donc Jacques, est-ce que vous voulez répondre? Nous, globalement, c'est bien accepté. Maintenant, ça fait combien ça fait? En 12 ans de fonctionnement, on a une personne qui avait trouvé que le ventilateur d'extracteur des fumées de la chaudière, d'une chaufferie, faisait un peu de bruit. C'est vrai qu'il y avait un effet d'écho avec un bâtiment qui faisait que ça ramenait le bruit vers sa maison. On a réduit un peu la vitesse de l'extracteur et ça s'est résolu comme ça. Pas eu de retour de. On a eu des difficultés, vous vous en doutez, mais pas celle-là. Très bien. Et ben, du coup, voilà, je propose qu'on finisse par l'intervention d'Étienne Join. Et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas toujours à les poser via le chat pour qu'on puisse y répondre. Du coup, bonjour à tous. Donc, Étienne Join, je suis le coordinateur du réseau des centrales villageoises. Donc, dans cette présentation, je vais rapidement revenir sur les centrales villageoises, leur modèle et le réseau qui s'est structuré autour de ce modèle. Et puis ensuite, on dira quelques mots sur voilà, dans quelle mesure les centrales villageoises peuvent s'impliquer dans des projets de chaleur renouvelable, soit en étant à leur initiative ou en participant sur la dimension citoyenne de projets qui sont menés par d'autres acteurs. Donc rapidement, le modèle des centrales villageoises. Donc, les centrales villageoises, ce sont des sociétés citoyennes de production d'énergie renouvelable qui sont animées par différentes valeurs qui sont reprises dans une charte, et notamment l'approche territoriale, c'est-à-dire que les sociétés qui sont des SIC ou des SAS, pour reprendre des termes qui ont été employés plus tôt dans la présentation, les sociétés vont travailler sur un territoire qui est défini, qui est à l'échelle d'un bassin de vie, donc souvent environ l'échelle d'une communauté de communes, et donc qui ont des liens très forts avec leur collectivité. C'est un modèle qui, aujourd'hui, s'est développé surtout sur le photovoltaïque, avec une volonté de mutualiser énormément de moyens et de savoir-faire, de façon à ce que le modèle se déploie dans différents territoires en France. On y reviendra juste après. Mais qui a vocation à travailler sur d'autres types d'énergie renouvelable. Donc, le schéma à gauche vous présente le modèle d'une centrale villageoise. Donc, vous avez en actionnaire des citoyens très majoritaires, des collectivités et puis d'autres acteurs du territoire qui peuvent s'impliquer dans la société. Et la société, elle va investir d'abord en général dans un projet photovoltaïque et puis ensuite, les années suivantes, soit dans d'autres projets d'énergie renouvelable photovoltaïque ou d'autres énergies renouvelables comme le bois énergie, ou dans des projets de sobriété énergétique. C'est dans ce cadre-là que le bois énergie et la chaleur renouvelable de manière générale intéressent mécaniquement les centrales villageoises. Je vais passer à la slide suivante, Rosalie. Donc, pour vous faire un petit focus sur le réseau, aujourd'hui, le réseau des centrales villageoises est structuré autour d'une association nationale, dont je suis le salarié, et qui permet de faire le lien entre les collectifs, à la fois d'animer les réseaux et d'échanger entre les projets, pour se nourrir les uns les autres de nos avancées. Et puis, on représente aujourd'hui 52 territoires qui ont lancé leur société centrale villageoise dans 6 régions différentes. Donc, vous voyez sur la petite carte à gauche que c'est encore majoritairement localisé en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'était le berceau de l'expérimentation centrale villageoise qui avait été lancée il y a maintenant 10 ans. Mais le réseau s'est essaimé, le modèle maintenant se développe dans d'autres régions, donc notamment en Bretagne, dans le Grand Est ou en région Sud par exemple, également en Bourgogne-Franche-Comté et en Occitanie. Ce qui est intéressant à étudier comme chiffre, c'est le nombre d'actionnaires, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont mis leur épargne et pris des participations dans une des sociétés centrales villageoises. Aujourd'hui, ça représente plus de 4000 personnes en France, et c'est un chiffre qui augmente d'année en année.
Donc voilà, c'est une implication citoyenne dans des projets locaux d'énergie renouvelable et au-delà de ça, de transition énergétique, parce qu'on a à cœur de promouvoir également la sobriété énergétique. Donc aujourd'hui, on parle surtout de photovoltaïque, on le voit sur les chiffres, avec plus de 300 installations en service. Mais l'objectif, c'est de s'intéresser à d'autres sujets. Aurélio, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc voilà, effectivement, la diversification des projets d'énergie renouvelable, c'est vraiment un sujet d'actualité pour nous, puisqu'on arrive à avoir une vingtaine de sociétés qui sont aujourd'hui assez matures, c'est-à-dire qu'elles ont des installations en service depuis plusieurs années et qui aujourd'hui peuvent étudier différents types de projets. Donc au sein du réseau, on a des premières initiatives sur le bois énergie et sur l'hydroélectricité. Donc voilà, je me suis plus concentré sur le bois énergie en termes de chaleur renouvelable, puisque c'est ce qui revient chez nous le plus pour l'instant. Donc j'ai fait un petit focus sur ce que ça représente développer un tel projet en comparaison à ce que l'on connaît. On connaît les développements de projets photovoltaïques sur toiture. S'attaquer à un projet de bois énergie, c'est autre chose. Donc il y a quelques freins qu'on a identifiés et que je vous ai résumés ici. Avant tout, ça demande un niveau d'ingénierie assez différent. Disons que pour le photovoltaïque, on a réussi à établir une méthode pour que les citoyens qui s'emparent du sujet puissent eux-mêmes relativement facilement aller assez loin dans les préétudes de faisabilité. Le bois énergie et la chaleur renouvelable, c'est un métier, c'est un autre sujet. Donc voilà, ça demande d'être accompagné par des acteurs et des compétences différentes. Au-delà de ça, dans la conception du projet, il y a un modèle économique qui est bien plus complexe que ce que l'on connaît. On est habitué, nous, à travailler avec de l'électricité qu'on revend en obligation d'achat avec un contrat, avec un tarif défini sur 20 ans. Là, on a quelque chose à définir, à réinventer avec de la vente de chaleur. Et puis, un modèle économique qui demande d'aller chercher des aides, des subventions. Donc, il demande aussi d'autres enjeux. J'ajouterais peut-être à cela le modèle juridique qu'on a vu un petit peu dans la présentation d'Amorce, qui demande aussi pas mal de réflexion. Et enfin, ce qui est très important, c'est le niveau de responsabilité qu'il y a en portant un projet bois énergie dans l'exploitation. C'est-à-dire que quand vous faites du photovoltaïque, si votre installation elle a un petit défaut et qu'elle ne produit pas pendant une semaine, bon, ça ne pose pas vraiment de soucis en soi. Il y aura quelques pertes financières, mais ça s'arrête à ça. Quand vous fournissez de la chaleur à des logements, c'est une autre histoire. Donc, c'est à prendre en compte. Donc, merci Aurélio pour le changement de slide. Donc voilà, on a forcément des freins à ces développements de nouveaux projets. Donc, il y a évidemment des leviers pour y remédier. Je dirais que la conclusion de ce que l'on vient d'entendre, c'est de la part du collectif Chaleur, Bois et Territoire, c'est qu'il faut savoir s'entourer d'acteurs qui connaissent le sujet. C'est le premier point. Et le second, c'est que le modèle de la centrale villageoise, il peut apporter en fait un socle très intéressant pour que les citoyens puissent s'investir financièrement, mais également dans la démarche sur des projets de chaleur sur leur territoire. D'une part, à la fois le modèle en soi, la société, c'est un cadre juridique autour duquel les citoyens ils peuvent se structurer et investir dans les projets. Et puis, la notion d'approche territoriale permet une connaissance qui est fine du territoire, donc qui permet éventuellement de repérer des projets potentiels et d'avoir une approche qui est un lien de proximité, un lien de confiance entre les citoyens, entre les collectivités et la société centrale villageoise qui va pouvoir faire le lien avec un autre acteur spécialisé dans le bois énergie. Au-delà de tout cela, donc on va dire que le modèle de projet citoyen, que ce soit centrale villageoise ou un autre modèle d'ailleurs, ça permet d'avoir un bon terreau pour que les citoyens s'emparent du sujet sur un territoire et puissent accompagner une initiative qui soit d'origine d'une société privée ou d'une collectivité. Au-delà de ça, au niveau du réseau, les centrales villageoises sont un réseau d'échange de savoir-faire et de compétences. Depuis le début de l'expérimentation sur le photovoltaïque, on a toujours eu à cœur de partager ce qui était fait et de mutualiser les savoir-faire pour pouvoir essaimer sur d'autres territoires.
Donc, ce qu'on a fait sur le photovoltaïque, on peut tout à fait l'imaginer sur d'autres énergies renouvelables et donc, à terme, pouvoir partager des éléments pour que ce genre de projet puisse se multiplier sur les territoires centrales villageoises. Pour illustrer tout cela, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des premières initiatives au sein du réseau. Si Aurélio, tu peux passer à la slide suivante. Je voudrais vous présenter deux exemples d'initiatives au sein du réseau central villageoise sur le bois énergie. Deux exemples qui sont assez différents. Le premier, celui de Grésy 21, la centrale villageoise du Grésivaudan, donc dans la vallée entre Chambéry et Grenoble, qui est assez proactive sur le sujet, qui a lancé un groupe de travail dédié au bois énergie en fin 2019, avec une double ambition. D'une part, effectivement, essayer de développer concrètement des chaufferies bois, prioritairement sur des bâtiments publics. Donc pour ça, ils se sont rapprochés de Forestener, qu'on a cité plus tôt, qui a l'expertise technique. Et donc, voilà, ils envisagent de mener des projets. Donc, ils sont aussi au lien avec l'Agence locale de l'énergie et la communauté de communes pour faire le lien entre citoyens, acteurs publics et spécialistes de la question. Et l'autre ambition, c'est d'aller un petit peu plus loin que la production de chaleur en soi. Donc, c'est ce qu'on a un petit peu pu voir dans le chat tout à l'heure. C'est de se poser aussi des questions sur les consommations énergétiques. Donc, profiter de ces projets pour faire de la sensibilisation aux économies d'énergie. Avoir la réflexion également de quel bâtiment on va chauffer. Est-ce qu'il est performant énergétiquement? Voilà, avoir la réflexion de se dire qu'on n'a pas forcément envie de chauffer des passoires énergétiques. Et puis, la notion de valoriser une ressource locale et de qualité. Donc, voilà, savoir avoir des fournisseurs locaux qui vont pouvoir fournir le productible. Voilà, ce premier exemple, c'est celui d'un collectif qui voilà, n'a pas encore mis en place son projet, mais qui a déjà bien avancé sur les valeurs sur lesquelles il veut travailler, et puis qui a identifié les acteurs avec qui travailler pour avancer. Un deuxième exemple sur lequel les collectifs citoyens centrales villageoises peuvent intervenir dans ce genre de projet, c'est celui des centrales villageoises Watt-Isère, dans l'Isère, comme l'indique son nom, qui, elles, ont vu venir s'implanter sur leur territoire un projet mené par une collectivité et Forestener, toujours heureux, sur leur territoire. Et donc là, l'approche est différente, c'est qu'ils ont vu arriver ce projet et que Watt-Isère s'implique dans ce projet désormais en étant un vecteur de participation citoyenne, puisqu'ils sont rapprochés de Forestener pour prendre des parts et participer au financement de ce projet de territoire. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc, en fait, pour conclure, voilà, on voit que le collectif centrale villageoise déjà créé permet en fait, d'apporter les premières pierres et est un cadre pour pouvoir avancer sur ces sujets. On voit néanmoins qu'il y a la nécessité d'être accompagné par des collectifs, plutôt des sociétés qui connaissent et qui sont spécialistes de la question du bois énergie. Voilà, je vous remercie. Merci donc Étienne. On va prendre des questions. Alors, dans l'ordre, on avait, enfin, il y a deux questions qui se rapprochent. Peut-être plus tourné vers Jacques sur les questions de rentabilité, de taille de réseau pour que la rentabilité soit atteinte. Je te laisse relire éventuellement l'intitulé de la question, sinon, voilà, comment est-ce que vous, concrètement, vous savez si un projet est viable ou pas? Il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qu'on va appeler une analyse d'opportunité. Je vais donner un jalon qui vaut ce qu'il vaut, mais que j'utilise. Si on peut avoir 200 MWh de besoin sur la surface d'un hectare, ça permet d'aller plus loin dans la réflexion. Après, quand on juge qu'il y a une opportunité, il faut passer à une phase qui sera plutôt une étude de faisabilité, parce que là, après, il y a quand même un certain nombre de paramètres qui influencent
la densité d'habitations, l'utilisation de ces habitations, la qualité de ces habitations, parce qu'on part sur des projets qui sont comme le photovoltaïque, c'est 15-20 ans. Donc, si c'est que des passoires thermiques, on sait que dans les 15-20 ans, il faut qu'elles soient isolées et travaillées. Donc, si on a bâti un modèle économique sur cet habitat-là et que dans 5 ans ou dans 8 ans, il est vraiment différent, il faut avoir intégré cette stratégie de faire ça. Après, il y a le réseau en lui-même. Est-ce qu'on est sur du terrain qui est facile à travailler? Est-ce qu'on est sur des terrains très durs? Est-ce qu'on est sur des terrains où il y a déjà beaucoup de réseaux en place? Le coût du TP est un élément très, très, très important. Donc je ne pourrais pas donner des indications si ce n'est une méthode. Méthode, analyse d'opportunité, étude de faisabilité. Ok, très bien. Donc, en gros, 200 MWh par hectare. Là, on commence à regarder. Et à partir de là, on regarde tous les autres aspects, à savoir les réseaux existants, la typologie des consommateurs, donc une étude de faisabilité plus poussée qui peut être réalisée soit en interne, soit en externe. Autre question, alors là, je pense que c'est plus peut-être Joël pourra peut-être plus nous répondre sur finalement quel est le montage juridique le moins risqué pour l'implication des citoyens. Ça dépend, moins risqué en termes financiers pour les citoyens. C'est pas précisé, peut-être que Monsieur Paul-Jean de Copawatt peut préciser sa question en activant son micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Oui, ma question, elle peut être sur la question juridique, mais pas uniquement. C'est dire finalement une coopérative citoyenne qui existe déjà, qui porte des projets solaires, pour se lancer dans le bois énergie, j'imagine que entre vendre de la chaleur, vendre du bois, vendre des chaudières, porter plutôt s'inscrire dans un réseau de chaleur ou bien dans des chaudières ponctuelles, comme le cas des chaudières modulaires d'R43, il me semble que c'est plutôt ponctuel que des réseaux, ou c'est plus petit en tout cas. Je me dis, dans toutes ces modalités-là, il y en a peut-être qui sont plus risquées que d'autres, et c'est plutôt dans ce sens-là que portait ma question. D'accord. Du coup, je pense que je peux un peu moins répondre. Effectivement, après, en tout cas, si juste on répond du point de vue juridique, le risque juridique est forcément plus fort quand les citoyens ils font pas que du financement, mais ils s'investissent dans les projets, puisque du coup, en tant qu'actionnaire, ils portent forcément un risque d'exploitation plus fort. Après, sur le fait de switcher entre le solaire et le thermique, je pense que c'est plutôt les autres intervenants qui auront plus de billes là-dessus. Oui, alors sur le solaire thermique, on peut citer l'expérience intéressante de Buxia Energy, donc, qui est une société citoyenne également en Isère, qui a déjà 2 ou 3 projets. Alors, ce n'est pas la seule, hein, mais c'est celle qui me vient au premier, puisqu'elle a notamment travaillé sur des modèles de contrats de vente de chaleur liés au solaire thermique, qui peuvent du coup aussi il y a une étude juridique qui a été faite pour valider cette typologie de contrat, être répliquée assez facilement. Voilà, donc vous pouvez prendre contact avec eux directement. Je me prends pour moi la question de l'impact de la filière bois en termes de gaz à effet de serre. Puisque c'est quelque chose qu'on a travaillé l'année dernière avec une stagiaire dans le cadre d'un travail autour de l'approvisionnement en bois local en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, le résultat du travail effectué sur l'ensemble de la filière depuis l'abattage jusqu'à la livraison des chaufferies, on montre qu'en gros, on est sur
un niveau d'émission qui est forcément inférieur en gros à 10 grammes de CO2 par mégawattheure fourni, donc bien en deçà, ne serait-ce que du gaz. Et qui peut être d'autant plus performant que l'approvisionnement est local parce qu'une grosse partie quand même de l'impact environnemental de la production de bois énergie, c'est le transport. Et donc, du coup, on peut vraiment essayer comme le font les membres du collectif Chaleur Bois et Territoire, peut-être une question d'ailleurs pour Jacques, euh, qui sont aussi acteurs de la production de combustible. Je crois que voilà, vous avez des expériences dans le domaine. Oui, ben, effectivement, pour deux raisons, hein, pour la raison environnementale au départ et puis pour la raison économique juste après. Encore que c'est quand même surtout pour la raison environnementale, parce que c'est vrai qu'on pourrait trouver du bois vraiment pas cher et qui aurait fait beaucoup de kilomètres. Mais c'est vrai que nous, on s'est donné pour objectif que l'arbre qu'on brûle a poussé à moins de 20 km de la chaufferie, entre 15 et 20 km en moyenne. Donc on est en circuit quand même très court. Et donc, je crois que c'est Citoyenne Énergie hein, ou Énergie Citoyenne, je ne sais plus là, qui est dans le Nord, qui exploite notamment, c'est une cible qui exploite une plateforme de production de plaquettes. Oui, oui. Donc Énergie Citoyenne a sa propre plateforme qu'ils ont achetée récemment. La SIC Bois Énergie du Lot fait sa propre production de bois déchiqueté derrière une scierie. Ils ont monté, les fermes de Figeac ont monté une scierie dédiée et donc ils valorisent derrière la scierie. Estera fait son propre combustible. Beta fait son propre combustible puisque dans le collectif il y a un exploitant forestier. Forestener, je ne sais plus. Et... Il se fournit auprès d'autres producteurs locaux. D'accord. C'est vrai que maîtriser son combustible, c'est super important. Parce que moi, j'ai souvent entendu dire la chaudière ne marche pas, c'est la faute du combustible. Ouais, sauf qu'il y a un moment, quand on connaît bien son combustible, on peut aussi dire que de temps en temps, c'est aussi la faute de la chaudière, quoi. Très bien. Donc, Gilles Fanger de Buxia Énergie, peut-être que vous voulez prendre la parole pour parler de l'étude juridique justement et pouvoir nous donner des nouvelles quand les résultats seront disponibles. Oui, bonjour. Alors je suis arrivé un peu tard, il y a eu des problèmes de connexion, mais je n'ai pas capté le début. Juste, je suis arrivé au moment où vous nous citiez, donc j'en ai profité pour signaler que cette étude juridique que l'on fait grâce à l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec le dispositif Starter ENR, nous avions fait notre projet avant, mais donc on a beaucoup bataillé et discuté avec notre bénéficiaire pour construire un contrat ex nihilo. Et puis, quand nos amis et parrains de Orange Énergie nous ont parlé de leur projet avec Ardelen, on a dit que voilà, on partageait ce document, mais qu'il était imparfait. Et on a franchi le cap d'aller jusqu'à la validation de ce premier jet par un cabinet d'avocats, et ça a été lancé il y a 3-4 mois. On est sur le point d'aboutir avec donc une étude qui a été faite non seulement pour que ce document dans l'absolu puisse être réutilisé à l'identique, mais aussi adaptable à des situations un petit peu différentes, selon que le partenaire est public ou qu'il est privé, etc. Donc, il y a une série d'une part un texte de base et une série de commentaires et de latitude d'évolution du texte selon les contextes
qui vont être extrêmement intéressantes. Et bien sûr, on avait fait ça aussi pour en faire bénéficier Orange Énergie, mais on va partager ça avec la communauté des énergies citoyennes et c'est très important que chacun ne redécouvre pas l'eau tiède, quoi. Très bien, c'est un peu la conclusion hein, qu'on pourrait donner à cet atelier. Il y a plein d'initiatives, il faut vraiment prendre de l'expérience de ces initiatives et Jacques Vulliel a pu témoigner de sa capacité à essaimer et je pense que les centrales villageoises sont également là aussi pour capitaliser tout un tas d'expériences. Donc, il y a un vrai enjeu pour démultiplier ce type de projet, de partager ces expériences. N'hésitez pas à le faire autour de vous. On vous donne également rendez-vous en région Rhône-Alpes, donc dans le deuxième semestre 2021 pour un événement qui sera vraiment organisé autour de ces thématiques et ces problématiques. On voit qu'il y a des questions juridiques sur lesquelles nous, avec le projet Shrek, on compte bien apporter notre pierre à cet édifice pour border au mieux les questions qui se posent encore sur voilà, les différentes modalités pratiques de vente de chaleur à des publics ou à des privés. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On communiquera évidemment sur la tenue de cet événement, je l'espère, en physique, évidemment, dans le deuxième semestre 2021, autour de Lyon. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et puis à vous souhaiter une bonne journée et une bonne continuation dans la chaleur renouvelable. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.